donc, qui est historien et donc à Paris Panthéon-Sorbonne, et que l'on a souhaité inviter pour cet ouvrage qui vient de paraître, donc l'impasse de la métropolisation, sur lequel peut-être on peut partir sur quelques questions qui sont les liens. Quels sont les liens que vous pouvez faire entre métropole et mobilité? Je sais que dans votre ouvrage, vous évoquiez les péages urbains, notamment aussi le tramway de Bordeaux. Donc là, ça fera des liens avec Jean-Marc Hoffner. Et puis, vous évoquiez aussi des liens qui n'ont pas encore peut-être été évoqués par les intervenants, qui sont les liens entre la métropole et l'écologie politique et les mobilités que vous abordez. Et là, peut-être, ça fait le lien avec la tribune que Mathieu Flonneau a fait publier récemment sur les bullshit mobilities. Et enfin, évidemment, on a parlé, Maxime Muret en a parlé, Mathieu aussi, et puis je crois Jean-Marc Hoffner aussi, sur la question du gilet jaune et la question vous évoquez à un moment donné, vous parlez du tout aérien, tout autoroute, tout TGV, voilà, des pistes de recherche, enfin de questionnement. Et enfin, vous terminez, c'est intéressant, vous terminez en posant la question de la fin de ce modèle obsolète, en parlant de la métropolisation. Peut-être que vous pourriez nous en dire quelques mots à ce sujet-là. Bien, je vous remercie de votre invitation. Je suis content d'entrer dans ce débat très intéressant. Ma légitimité, je dirais, elle est celle d'abord d'un historien qui a enseigné pendant des années l'histoire, géographie économique dans une classe prépa HEC. Elle est celle aussi d'un citoyen, puisqu'au fond, mon travail académique, pour l'essentiel, ne concerne pas le périmètre qui est le vôtre et ne concernait pas, jusqu'à ces dernières années, les questions qui nous concernent aujourd'hui. Mais si vous voulez, j'ai en quelque sorte, moi je travaille sur le Maghreb, je travaille sur le monde arabe, j'ai été amené à commenter les révoltes des printemps arabes en 2011 et j'ai vu à quel point cela suscitait un grand enthousiasme dans tous les médias français, chez les Français en général qui s'intéressent à ces questions. Et il se trouve que quelques années plus tard, j'ai assisté aux premières loges, puisque j'habite à Bordeaux et je travaille à Paris 1, j'ai assisté aux premières loges à l'événement des Gilets jaunes, 7 ans plus tard. Ce n'était pas du tout la même ambiance, puisque d'emblée, ces Gilets jaunes ont été, on pourrait ainsi dire, dans les médias, criminalisés, alors même que les 3/4 des Français soutenaient ce mouvement politique. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup interrogé, beaucoup questionné et qui m'a, en tant que citoyen, amené à intervenir et à écrire notamment cet ouvrage, après quelques autres. Alors, la métropolisation, oui, comme le disait M. Hoffner, on peut bien sûr lui donner plusieurs sens. Si la vision qui est la sienne d'une mise en réseau, finalement, de l'ensemble des territoires par un certain nombre de grandes métropoles, si ce système était en vigueur, fonctionnait, moi, à la limite, j'y serais tout à fait favorable. Mais il me semble que la crise sociale et donc la crise politique, la crise de la représentation, à laquelle on assiste et dont on assiste aux conséquences en particulier. Je disais, on a eu en 2005 avec les émeutes de banlieue la crise, une forme de crise des métropoles, et on a eu en 2018 avec la crise des Gilets jaunes, la crise de la France périphérique, c'est-à-dire de la France non métropolisée. Donc on voit que pour des raisons évidemment très différentes, à quelques années d'intervalle, des crises sociales de très grande ampleur secouent notre démocratie et au fond nos relations sociales. Et donc, bien sûr, ce n'est pas seulement ces événements saillants qu'il faut examiner, ce sont aussi la chute terrible de la participation électorale et bien sûr l'extrémisation des votes pour la partie de la population qui vote, ce qui fait quand même beaucoup. Bon. Alors, d'un mot, pour vous donner un peu mon point de vue, je vais bien sûr pas rebondir sur tout ce que vous avez dit, je ne vais pas non plus résumer mon livre, mais
Je vais partir d'abord d'un fait, c'est-à-dire que le territoire français, il est assez particulier historiquement du fait de la centralisation, polarisation parisienne. C'est évidemment banal de dire ça, mais il faut quand même partir de cette réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, le monde, enfin les métropoles, la dizaine ou douzaine, moi je pense douzaine de métropoles, disons, non pas au sens administratif du terme, mais au sens où ce sont des villes métropolisées, c'est-à-dire reliées entre elles d'abord, et puis reliées à l'espace européen, parfois mondial. Cette douzaine de grandes villes, ou de grands ensembles urbains, pardon, les 2/3 déjà sont constitués par l'Île-de-France. Bon, donc l'Île-de-France, avec ses 11 millions, je crois, d'habitants agglomérés, reste de très loin la première métropole. Les autres métropoles, dans leur ensemble, rassemblent à peu près 7 millions d'habitants, 7 ou 8 millions d'habitants, vous voyez. Donc, ça veut dire que sur les 67 millions de Français, si on enlève les Outre-mer, on tombe à 64. Il y a à peu près voilà, 18 millions d'habitants métropolisés. Ça veut dire qu'il reste entre 45 et 47 millions d'habitants dans ce qu'on appelle la France périphérique. C'est considérable. Là-dedans, vous avez à peu près 14 millions de personnes qui habitent dans des villages. C'est-à-dire vraiment, villages, c'est moins de 2000 habitants. Vous en avez 14 ou 15 millions qui habitent dans des petites villes de moins de 10 000 habitants. Alors, bien sûr, certaines d'entre elles sont intégrées aux métropoles, hein, ce n'est pas la question. Et puis, vous en avez une vingtaine de millions qui habitent dans, enfin, disons, entre 15 et 20 millions, là aussi, en tout cas, c'est non négligeable, c'est à peu près le quart de la population qui habite dans des villes petites et moyennes. Hein, il y a des milliers de petites villes en France. Il y a tout le réseau des préfectures, tout le réseau des sous-préfectures et des bourgs, etc. Bon. Enfin, disons que c'est des villes moyennes entre 10 000 et le réseau métropolitain. Alors, il y a les anciennes capitales régionales. Je pense par exemple à une ville comme Rouen. Rouen, je l'ai exclu des métropoles parce que c'est par certains côtés, c'est une grande ville pourtant, elle fait 400 000 habitants. Je crois qu'elle a un statut officiel de métropole, administratif en tout cas. Elle est très près de Paris. Et il se trouve que cette ville, paradoxalement, elle n'a pas le statut métropolitain au sens de l'internationalisation ou de l'européanisation qui est un standard qui caractérise les métropoles. Un bon indice, c'est qu'il y a 30 ans, on mettait moins d'une heure hein, pour se rendre en train de Paris à Rouen. Aujourd'hui, on met 1h30. Bon. Or, il n'y a jamais eu autant de gens de Rouen qui travaillent à Paris et qui donc subissent des conséquences en termes de transport tout à fait considérables. Bon. Donc, effectivement, quand on dit les métropoles en France, on parle d'un ensemble assez précis qui draine une petite partie, enfin, qui vraiment constitue un modèle très particulier sur une toute petite partie du territoire. Alors, il est vrai que la France, de ce point de vue-là, est assez particulière. Quand on se compare à nos voisins européens, il faut garder en tête que l'espace français métropolitain, c'est pratiquement le Royaume-Uni plus l'Allemagne. Hein. Le Royaume-Uni plus l'Allemagne sont un peu plus grands que l'espace métropolitain français et ont une population, évidemment, 2 fois plus nombreuse. Donc, on a quand même à la fois l'histoire de cet héritage centralisateur parisien, on a un territoire très vaste et dans les dernières années, c'est-à-dire dans les 40 dernières années, en gros, on a eu une transformation très profonde de notre modèle économique et par voie de conséquence de la répartition des classes sociales et des activités sur le territoire. Moi, j'ai beaucoup insisté sur cette dimension. Alors, par derrière, bien sûr, les transports sont une conséquence directe de ces recompositions. Moi, je pense qu'on a vécu en 40 ans et c'est pour ça d'ailleurs que je me permets d'intervenir sur des domaines qui a priori ne sont pas les miens, parce que je ne voyais pas dans ce que je lisais l'évocation de cette transformation silencieuse absolument considérable. En gros, l'économie française a tourné le dos à l'essentiel, en tout cas en termes de main-d'œuvre, des activités de production
qui rassemblait encore dans les années 60 plus de la moitié de la main-d'œuvre, 55% de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, on est tombé à moins de 15% de la main-d'œuvre. Ces activités de production ont été abandonnées tant dans les campagnes que dans l'industrie, qui est évidemment essentiellement un phénomène urbain. L'Île-de-France, qui était la deuxième région industrielle d'Europe, aujourd'hui ne possède qu'une industrie résiduelle avec 400 000 emplois industriels. C'est rien du tout. Bon, donc, la désindustrialisation a, en quelque sorte, d'abord, elle a provoqué beaucoup de choses. Elle a provoqué d'abord le départ des ouvriers et de la classe ouvrière des grandes métropoles, que ce soit à Bordeaux, à Paris, c'est le plus spectaculaire, mais un peu partout. Bon, ils sont partis où? Ils sont partis s'installer dans la France, d'abord dans les banlieues pavillonnaires qui se sont développées durant cette période, et ils sont partis s'installer, rentrer, si je puis dire, chez eux, en Bretagne, dans certaines régions rurales, que ce soit d'ailleurs des retraités ou des actifs. Ensuite, la désindustrialisation, elle a libéré les cadres, les ingénieurs, les patrons d'usines, de l'astreinte physique qui était la direction des usines et du travail posté, si je puis dire. Donc, ces milliers d'usines qui ont fermé, elles ont libéré les cadres, en tout cas une grande partie de l'encadrement, et ces cadres se sont concentrés massivement dans les nouvelles métropoles où ils ont œuvré à la construction d'une économie de services très puissante, qui est l'économie de services française, internationalisée, mais en tout cas décorrélée ou déconnectée des bases productives dont je parlais. Et il se trouve que les métropoles sont devenues le terreau principal de ces grandes activités tertiaires. Donc, un tiers à peu près des cadres résident en Île-de-France, un autre tiers réside dans la dizaine de métropoles dont je viens de parler, et les restes, qui sont pour beaucoup des cadres administratifs, notamment des profs, vivent sur l'ensemble du territoire, dans les zones rurales, les départements, etc. Bon, ça a des conséquences majeures sur notre vision des choses, parce que le fait que les cadres habitent dans les métropoles en très grande majorité, et pour ainsi dire nous en premier, puisque les universitaires, c'est notre cas, les journalistes et les médias, c'est quasiment la totalité, les hommes politiques et les dirigeants qui comptent, et qui, enfin voilà, ceux qui dirigent vraiment, si j'ose dire. On ne parle pas des conseillers municipaux des petits villages, hein, on parle des gens qui tiennent le pouvoir. Ces gens-là aussi, donc la totalité de ces élites intellectuelles et sociales habitent dans le monde des métropoles, dans un monde relativement réduit, extrêmement bien interconnecté par le réseau des transports rapides et notamment les TGV. Et moi, malheureusement, j'aimerais qu'il y ait un phénomène de continuité et d'irrigation des territoires, comme on l'a connu par le passé, par exemple, avec le chemin de fer ou avec la route nationale. Mais le système autoroutier, a fortiori l'avion, et le système ferroviaire des TGV sont totalement, ont permis au fond le fait à cette France métropolitaine de se passer d'une part du reste du territoire, et d'autre part, des populations qui l'occupent. Et je pense que la révolte des Gilets jaunes, c'est pas une révolte des métropolitains, c'est pas une révolte ni des Bordelais, bien évidemment, ni des Parisiens, c'est la révolte des gens de l'extérieur de ces métropoles qui en ont été chassés et qui néanmoins en dépendent. Et ils en dépendent sans pouvoir, au fond, venir y habiter, puisque dans les métropoles, une des caractéristiques majeures, c'est l'envolée du prix de l'immobilier, multiplié par 10 à Paris en 40 ans, multiplié par 3 à Bordeaux en 20 ans, etc., etc. Donc, cet effet d'éviction des classes populaires, à la fois des lieux où ça se passe, si j'ose dire, économiquement, et des activités de production, les a fait s'installer dans une très grande... dans l'essentiel en réalité du territoire, ce qu'on appelle la France périphérique. Et dans ce monde-là, évidemment, je suis d'accord avec M. Hoffner, il n'y a que la voiture. 70% des transports, des gens qui vont travailler en France, plus de 70% utilisent la voiture tous les jours. Le vélo, je crois que c'est 2% ou 3%. Les transports en commun, c'est 22%. Mais je vais bientôt terminer et on verra si vous voulez qu'on rebondisse d'une manière ou d'une autre. En termes puisqu'on s'intéresse ici au transport pour beaucoup, les conséquences, évidemment, sont majeures sur cette organisation des transports. Si on prend le cas de la SNCF, bon,
cas de la SNCF est très intéressant, puisque en une trentaine d'années, si on regarde leurs investissements, ils ont investi plus de la moitié de leur budget d'investissement, à la fois dans les trains de banlieue, ça c'est une petite partie, et dans les TGV, c'est-à-dire dans le réseau métropolitain au fond. Le TGV, c'est quelque chose qui, on sait bien, il y a 22 TGV par jour entre Bordeaux et Paris, aujourd'hui en 2 heures de temps, c'est très bien. Bon, moi qui habite à Bordeaux, si je veux aller à Paris, c'est formidable. Il existait jusqu'à ces dernières années un train qui faisait Brest-Nice via Bordeaux-Toulouse. On peut aujourd'hui de Bordeaux plus aller à Brest parce que ce train a été supprimé, il faut au moins changer 3 fois. Et on ne peut plus non plus aller à Nice, alors même si le train de nuit a été remis, je crois, l'année dernière, mais c'était quand même une ligne extrêmement problématique. Moi, je l'ai prise plusieurs fois et elle est souvent interrompue par des feux sur les voies du côté de Montpellier, par des délais de retard extrêmement longs. Enfin, c'est la carence du système secondaire de la SNCF qui, pour moitié, a été abandonné et pour l'autre moitié, a été extrêmement mal entretenu. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire que la SNCF, effectivement, investisse plus de la moitié de son budget d'investissement au service des métropoles? Alors, ça crée un superbe réseau intermétropolitain en France. Bon, même si Toulouse, certainement, aurait à redire. Ça crée une très belle interconnexion avec les capitales européennes, notamment d'Europe du Nord. Mais ça laisse dans l'ombre l'essentiel du chemin de fer, j'allais dire, national au sens historique du terme, puisque les transports ne sont plus à la hauteur, évidemment, j'avais commencé en donnant l'exemple de Rouen. Je donne maintenant l'exemple de ces lignes périphériques qui n'existent pas, sont en voie d'abandon ou sont en très grande difficulté. Et donc, la SNCF prouve à quel point, et c'est vrai que monsieur Hoffner en parlait parce que c'est quand même assez spectaculaire qu'on se focalise sur ces transports publics qui ne concernent qu'une petite partie de la population. Alors, qui évidemment, laquelle petite partie de la population est très bien desservie. Quand vous êtes en Île-de-France ou dans les grandes métropoles, notamment en Île-de-France, vous pouvez prendre le TGV pour aller passer un week-end à Arcachon, pour aller passer un week-end au Pays Basque, pour aller passer un week-end à La Baule ou sur la Côte d'Azur. Ça, c'est formidable. Mais au fond, les 3/4 des Français, si vous voulez, sont en dehors de cette structure qui coûte très cher d'abord, premièrement pour eux, vu si on regarde ce que c'est le coût d'un billet de transport en TGV par rapport à quelqu'un qui gagne le SMIC ou une retraite à 1 000 euros, 1 200 euros, je crois que c'est la moyenne. Donc là, on est dans cette fracture qui est une fracture territoriale, qui est une fracture sociale, qui est une fracture politique, qui est une fracture économique. Si les métropoles, prenant conscience de cette situation très particulière, autrement que par des manifestations dramatiques ou par des résultats électoraux tout aussi dramatiques, pouvaient intégrer ces dysfonctionnements majeurs de notre espace politique, social, économique, oui, il y a certainement, évidemment, des choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire même. Maintenant, si cette prise de conscience dont le système des transports est un des vecteurs, évidemment, n'a pas lieu, il y a lieu de penser que les tensions sociales et politiques vont se poursuivre de plus belle et avec des conséquences inconnues. Voilà, donc pour résumer un petit peu l'esprit de mon livre, mais bien sûr, on peut prolonger sur tel ou tel aspect ou contester tel ou tel aspect ou aller plus loin sur telle ou telle question. Voilà en gros ce que je peux vous dire, monsieur Faugier. Merci beaucoup pour cette présentation très claire de votre ouvrage. Je propose qu'on ouvre les discussions à l'ensemble de la salle qui a patiemment attendu de peut-être pouvoir réagir, ou peut-être que entre vous, peut-être vous voulez réagir à des choses qui ont été dites. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions qui souhaiteraient prendre la parole? Ouais, c'est toujours compliqué de se lancer, effectivement. Je veux bien quand même, puisque j'ai invité mon collègue Pierre Vermeuren, que je vois trop peu en Sorbonne, enchaîner sur le grand plaisir que j'ai eu à lire son petit ouvrage, comme j'ai plaisir à lire beaucoup de ses autres tribunes, sur des sujets pour lesquels il me semble que la société française doit véritablement réagir, et les gens intelligents que nous sommes tous
devons réagir avant qu'une dérive populiste irrémédiable ne frappe le champ politique. Et je crois que nous sommes beaucoup, beaucoup trop tranquilles à ce jour. Et je vois la manière dont, à certains égards, le débat public s'organise sur des diversions ou sur des dérégulations attisées par des formes de provocation plus ou moins assumées. J'assume les miennes en diffusant sur le site du séminaire des photos d'un site que je qualifie de latrine de nos métropoles, c'est-à-dire le site qui concentre aujourd'hui les quelques Vélib, pardon, pas Vélib, pas encore, enfin, quoique les autres, je ne sais pas où ils sont, mais les Autolib, dont une certaine propagande municipale nous a abreuvés pendant un temps. Je trouve que là, il y a un moment, ça fait beaucoup. Et le discours universitaire peut aussi porter des saines colères, comme avait dit une candidate aux élections présidentielles. Et vous voyez que je suis très inclusif. Donc, de ce côté-là, je pense que la réaction, elle doit avoir lieu, et elle doit avoir lieu dans les enceintes. Et le livre, qui est un livre universitaire, un livre de travail, pas un livre de polémique, j'y insiste, parce que trop souvent, on réduit le rapport au réel à cette dimension polémique, et on en amoindrit tout simplement la consistance. Donc, de ce point de vue-là, j'espère que la discussion, ouverte très largement, je l'ai vu aussi dans le chat, pourra être nourrie, ne serait-ce que là, pendant une petite heure. Tout à fait. Effectivement, on a des représentants du Forum Bimobile dont on a évoqué, effectivement, ont été évoqués des éléments dans le chat sur la SNCF, et Pierre Vermeeren en a parlé comme Jean-Marc Hoffner. On a des gens du laboratoire d'économie des transports à Lyon, et puis des spécialistes de la mobilité aussi. Donc, s'il y en a qui souhaitent prendre la parole. Moi, j'ai des questions, évidemment, des remarques, mais je ne vais pas monopoliser la parole. Si vous permettez, puisqu'il n'y a pas ça va venir, je pense, ces questions, mais un ajout, parce que j'ai parlé des investissements de la SNCF, je n'ai pas parlé des non-investissements. Il faut bien comprendre que le système métropolitain, c'est un système qui repose sur une interconnexion et un système de transport très efficace et très rapide, qui peut du coup donner l'impression aux habitants des métropoles, et on l'a vu avec le vote écologiste qui a été, il n'a eu lieu en réalité que dans les métropoles, et notamment il a donné lieu à l'élection d'un maire dans une demi-douzaine de métropoles sur la question des mobilités douces, sur la question des forêts urbaines, sur la question des transports publics, du tramway, etc., du partage de l'espace dont on parlait, qui est une question purement qui touche bien sûr une minorité de grandes villes en France. Ce système métropolitain, à partir du moment où il est décorrélé de la production, il faut bien en entendre que autrefois, Paris produisait ce que Paris consommait. Aujourd'hui, Paris ne produit à peu près plus rien de ce que Paris consomme. Et donc, ces métropoles, et en particulier l'Île-de-France, sont basées sur un système de production international qui oblige à faire venir du bout du monde, d'Allemagne, du Japon, de Chine, c'est-à-dire des grandes puissances industrielles, par le biais de l'avion, mais c'est minoritaire, par le biais du bateau, bien sûr, des transports océaniques, et par le biais du camion pour ce qui est de l'espace européen, ce qui fait que la métropole, elle repose sur la convergence vers son centre, ou vers ses centres, d'une armée quotidienne de camions. Je rappelle, il y a 20 000 camions entre l'Espagne et Paris et Lille, même tous les jours. Donc, si vous voulez, la mobilité douce, elle est insérée dans une structure de mobilité lourde, hard, si j'ose dire, qui est d'abord celle du camion. Et de surcroît, les travailleurs qui ne produisent pas, mais qui travaillent néanmoins à Paris, comme vous l'avez dit, que ce soit à Bordeaux, Lyon ou ailleurs, eux, ils viennent travailler dans les services, pour le tourisme, pour l'école, pour l'éducation, au service des populations des métropoles. Ceux-ci, en très grande partie, se déplacent en voiture, puisqu'ils habitent dans la France pavillonnaire, laquelle est rarement reliée à des transports ferroviaires performants. Donc, énormément le système lui-même est générateur de pollution, ou en tout cas de gaspillage énergétique et spatiaux très important. Et la SNCF, au même moment où elle investissait très massivement dans les TGV, elle a abandonné le fret ferroviaire.
C'est-à-dire que le fret ferroviaire qui était quand même, il est pratiquement au point mort. Aujourd'hui, on dit on va le privatiser. En réalité, il n'existe pratiquement plus. Peut-être que les Allemands vont le faire renaître. J'ai des doutes. Quand on a créé la LGV à Bordeaux, moi j'avais assisté à un meeting ou à une réunion de présentation d'Alain Juppé au début des années 2000. Quand je suis arrivé à Bordeaux, on était en train de construire cette LGV. Il fallait absolument la vendre aux Bordelais. Qui se disait un peu qu'est-ce que c'est que ça, et j'avais entendu Alain Juppé dire que la LGV, bien sûr, elle coûtait très très cher, mais on allait utiliser l'ancienne voie ferroviaire pour faire du ferroutage, et donc il n'y aurait pas de gaspillage d'espace et que tout ça, on s'y retrouverait, etc. En réalité, je ne l'accable pas du tout parce que c'est pas lui qui prend ses décisions, et je ne sais d'ailleurs pas qui les prend, mais le ferroutage entre l'Espagne, Paris et via Bordeaux n'a jamais eu lieu. Il y aura peut-être qu'un jour, et donc cette ancienne ligne de chemin de fer, je ne sais pas à quoi elle sert, mais c'est le camion roi au diesel qui est devenu le vecteur principal de ces mobilités. Donc voilà, j'insiste là-dessus parce que ça manquait un peu au puzzle que j'avais dit tout à l'heure, et c'est quand même un problème redoutable, évidemment. Oui, effectivement, et c'est vrai que ce qui pose aussi question, à mon sens, c'est moi j'ai l'impression d'avoir de cette omniprésence dans les médias et dans la sphère médiatique et même politique de l'hypercentre métropolitain qui fait couler beaucoup d'encre sur la piétonisation, sur la touristification, sur le fait de délaisser ou d'enlever de manière visible la voiture, que ce soit à Paris, à Lyon ou même à Bordeaux, et qui effectivement délaisse un peu les périphéries métropolitaines qui finalement ne sont l'objet que de discussions résiduelles au sein de quelques groupes de chercheurs qui commencent à prendre conscience que les périphéries, c'est là que devrait concentrer l'attention des chercheurs et des politiques vis-à-vis justement d'une offre, d'un bouquet de mobilité qui n'est pas encore présent, parce que l'automobile est assez à même de répondre à des exigences et à des besoins, même si certaines populations commencent à effectivement sentir cette dépendance à l'automobile, comme l'évoque Gabriel Dupuis. Peut-être que le comité d'histoire du ministère peut réagir, peut-être, Marc ou Patrick Feuvillier, peut-être, si vous avez des remarques. Non, moi je rentre dans la discussion sur les métropoles. Ce qui m'étonne, c'est, comme disait Jean-Marc, c'est la question de la définition de la métropole et de l'aire fonctionnelle. En fait, on entend plusieurs choses dans les discours qu'on a entendus jusqu'à présent. J'ai l'impression qu'on superpose plusieurs échelles différentes. Du coup, c'est ça qui rend un peu difficile le discours, qu'on superpose plusieurs types de mobilité et les acteurs correspondants. J'ai du mal à voir ça dans les différents exposés qu'on a eus jusqu'à présent. Voilà ce qui me me pose question en tout cas. Mais peut-être que justement, oui, Arnaud et Maxime ou Mathieu vont peut-être, en tant que coordinateur, peut-être apporter des précisions sur cette la question de l'échelle, en fait. Ouais. C'est la question de l'échelle qui me turlupine, enfin, si je puis dire. Parce qu'en fait, alors, je suis d'accord sur je reconnais la pertinence de la définition, la métropolisation comme une mise en réseau, mais il y a la question de l'échelle aussi qui doit intervenir, je pense, et de l'aire fonctionnelle. Et je crois qu'on confronte un petit peu une mobilité intramétropolitaine et intermétropolitaine, sachant que le mot métropole a changé de sens a fait un petit saut entre les deux types de mobilité. Voilà ce qui me frappe le plus. C'est pas une réflexion d'historien, hein, c'est plutôt une réflexion de géographe. Mais le livre est très peu historien, donc c'est parfait. Maxime est dans les starting blocks pour essayer d'y répondre, je crois. Oui, non, pas du tout. Moi, je me pose plutôt des questions aussi, plus que des réponses. Alors, moi, ce qui me dérange dans ce débat, c'est d'abord que j'ai l'impression qu'on efface un petit peu la différenciation territoriale et métropolitaine qui peut exister aujourd'hui sur notre territoire français.
Et nous, c'est plutôt ce qu'on a voulu mettre en avant dans Métropole Mobile, d'ailleurs, hein, de parler de cette différenciation aussi qui existait entre les espaces urbains. Et bon, ça, c'est simplement une remarque qui me dérange parce qu'on n'a pas les mêmes solidarités aussi territoriales d'un territoire à un autre. Donc ça, il y a de nombreux géographes quand même qui ont travaillé dessus. Et l'autre réflexion qui me venait à l'esprit, c'est finalement, il est question souvent de la domination de la métropole, de la domination politique de la métropole. Et là encore, en sciences politiques, il y a des controverses sur cette domination politique de l'effet métropolitain, de la métropolisation, dans le sens où en France, pendant très longtemps, on a quand même eu des pouvoirs ruraux qui ont été forts et qui se maintiennent encore aujourd'hui, à travers quand même le département, qui, malgré les tentatives de réforme, est toujours resté vivant. Hein, le Sénat n'a fait que d'enterrer les réformes territoriales qui visaient à supprimer les départements. Donc, on a quand même une représentation on va dire des territoires moins denses qui est relativement encore importante et qui fait controverse aujourd'hui en sciences politiques. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai aussi l'impression parfois qu'on gomme cette complexité dans le débat de domination politique de la métropole et aussi des grandes différences qui peuvent exister. Et cette complexité est gommée aussi par des chiffres qu'on peut mobiliser. Moi, je vois plein de chiffres qui sont mobilisés dans le débat depuis tout à l'heure. Et en fait, on a du mal à pouvoir comparer ces chiffres. J'ai toujours du mal avec les chiffres de manière générale, mais lorsqu'on parle de territoire délaissé, on ne compare jamais finalement la dépense publique par habitant des habitants de la Creuse et de celle de Seine-Saint-Denis, par exemple. Je ne suis pas sûr que la dépense publique par habitant des habitants de Seine-Saint-Denis soit supérieure à celle des habitants de la Creuse. Donc, il faudrait aussi avoir en tête quelques comparaisons qu'on a du mal en fait à objectiver. C'est pareil aussi, je lance aussi cette question à Jean-Marc Hoffner. Il nous parle de finalement beaucoup d'argent dépensé dans le transport collectif. C'est quoi l'argent dépensé aussi dans le système automobile? Est-ce qu'on peut le chiffrer par rapport à ses usages aussi? Est-ce que voilà, on peut aussi essayer d'avancer sur des données un peu plus objectives? Et ben justement, Jean-Marc Hoffner va réagir à la fois peut-être à ta question et puis aux remarques de Pierre Vermeuren. Bon, les histoires d'argent, c'est pour le LET, là, c'est pour le laboratoire d'économie des transports. Oui, pour répondre pour compléter ce que disait Marc, il y a une définition par Pierre Vels de la métropole. Il dit que c'est à la fois un incubateur, donc là, c'est la mise en réseau Ourbi, et un commutateur. Voilà. Et là, c'est la connexion avec l'extérieur. Je trouve que c'est assez malin, même si c'est un vocabulaire économique plutôt. Mais bon. Alors, il y a une affirmation moi, que j'essaie de combattre intellectuellement, c'est l'histoire des chassés des métropoles. Moi, je ne les vois pas, les chassés des métropoles. Et depuis 20 ans, quand même, les quelques sociologues ou économistes qui ont osé s'intéresser au territoire périurbain, au sens plus large que l'INSEE, hein, espace périurbain, un gros tiers de la France, on ne voit pas des chassés des métropoles. Que ce soit dans des enquêtes quantitatives territorialisées, des enquêtes qualitatives ou des enquêtes d'opinion, ce côté du périurbain, alors périurbain inséré dans un système métropolitain, effectivement. Mais on voit plutôt des gens qui sont très contents d'être là où ils sont, qui certes aimeraient avoir peut-être un peu plus de services, etc., mais qui sont très contents là où ils sont et qui veulent juste être mieux là où ils sont. Et qui n'ont jamais été chassés. Et la démographie le montre. Prenons l'exemple de Bordeaux. Bordeaux-Ville, c'est intéressant. Bordeaux-Ville, globalement, on a 250 000 habitants, plus ou moins 10%, en 1900, en 1968. Et en 1980, on chute presque à 200 000. Et puis ensuite, ça remonte petit à petit. Hein. Parce que finalement, on a eu de grandes périodes. Hein, le pavillonnaire, les bien ou mal lotis de la loi Loucheur, c'est quoi les historiens? 1928, par là, hein, fin des années 20. Et le périurbain,
ça démarre dans les années 60. Ça démarre en même temps que la fin des grands ensembles et de la circulaire Guichard. Voilà. Donc, ça a 50 ans, le périurbain. Et ce flux du périurbain, il correspond à ce qu'on retrouve assez bien dans des enquêtes d'opinion ou dans ce que disent les gens eux-mêmes, c'est à côté de la ville. Pas dans la ville, à côté de la ville, mais pas trop loin. Souvent, on parle du périurbain comme le bon compromis, la juste distance. On n'est pas dans la ville parce que globalement, les Français sont quand même très urbanophobes. On n'est pas des Anglais ni des Allemands d'une certaine manière. Mais on est près de la ville. Donc, alors, sans rentrer dans des questions psychologiques-économiques de choix contraints, pas contraints, etc., je crois vraiment qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu que les gens sont chassés parce que ils rêveraient tous d'habiter en ville, de faire de la trottinette et je ne sais trop quoi. Donc, c'est plus… Alors, que les coûts de l'immobilier ont augmenté, certes, les coûts de l'immobilier, ils dépendent de la banque centrale américaine, ils dépendent des taux de crédit. Alors, qui est peut-être, et encore un tout petit peu d'éviction, effectivement, par les coûts de l'immobilier. Moi, ça ne me gêne pas parce que je suis un défenseur de la location. Donc, je pense qu'on résoudra les problèmes de logement quand on arrêtera de dire qu'il faut une force de propriétaire. Mais c'est un autre débat. Et vous pouvez… Les prix de la location à Bordeaux, contrairement à ce que pense le maire, mais vous ne lui dites pas, ils sont très encadrés. À Bordeaux, pour 10 € le mètre carré, vous trouvez à vous loger. Donc, c'est aussi ça, c'est aussi des compromis. Voilà. Et puis, un dernier point, tout ça est trop rapide. Sabine Barle montre assez bien quand même que ça serait compliqué, une spécialiste du métabolisme urbain. Je ne sais pas si elle est en Sorbonne, comme dit Mathieu, mais pas loin. Elle montre très bien qu'on ne saurait pas alimenter les Parisiens. Et qu'on n'a pas forcément su, sinon par une ceinture maraîchère, mais pas que. Heureusement que le vin de Bordeaux s'exporte depuis longtemps. Juste un mot pour dire que la division du travail, c'est quand même très efficace. Voilà. C'est quand même très efficace. Ensuite, il faut savoir sur quelle géographie on l'organise. Il y a des choses qui peuvent se disperser, entre guillemets, très facilement. La télémédecine, là, qui a été très boostée par le confinement, fait des choses merveilleuses et fera des choses merveilleuses, y compris pour les campagnes. Mais les 5 spécialistes de l'orteil gauche, eux, ils sont dans une division du travail mondiale. Voilà. Et donc, il y a quand même le kilomètre, et le kilomètre alimentaire en particulier, n'est pas toujours un bon indicateur, y compris du point de vue des empreintes écologiques. Voilà. Très, très vaste sujet. Et puis les ouvriers, il y en a beaucoup moins qu'avant aussi, il faut quand même se souvenir de ça. On a beaucoup d'emplois de services, ici comme ailleurs, et en Chine, dans 10 ans, ça sera pareil. L'essentiel des emplois sont des emplois résidentiels, comme dit Davzi et d'autres, qui sont liés au fait qu'il y ait une présence des gens. Et ces emplois résidentiels, qui sont très largement majoritaires, on est pratiquement aux 3/4, et pour le coup, ils ne se délocalisent pas. Pierre, et puis ensuite Mathieu. Bien. Si vous permettez, donc je ne suis pas du tout d'accord avec M. Hoffner, mais ce n'est pas grave. On est là pour débattre. On est là pour en débattre. Alors, les ouvriers, ils sont passés en 30 ans en France de 8 millions à 7 millions. C'est vrai qu'ils ont changé de nature. Il y a, par exemple, parmi eux, il y a 1 million de camionneurs. Bon. De conducteurs de camions. Bon, on les considère comme des ouvriers. Enfin, c'est pas moi, c'est l'INSEE. C'est vrai que c'est pas l'ouvrier posté. Et c'est vrai que ces gens-là habitent généralement dans les banlieues ou dans les villages, etc. Bon.
Je ne vais pas vous chercher, entre guillemets, sur Bordeaux, parce que j'ai autant d'idées que vous sur Bordeaux, connaissant la ville depuis 40 ans et y habitant depuis plus de 20 ans. Mais à Toulouse, si vous voulez, les Bordelais aiment bien se mettre d'accord sur les Toulousains, parce qu'ils ont tous la même idée des Toulousains. D'après les journalistes de la Dépêche de Toulouse, avec qui j'en ai parlé longuement, Toulouse, aujourd'hui, c'est une métropole de 800 000 habitants, à peu près comme Bordeaux, qui faisait déjà, vers 1980, la métropole faisait déjà à peu près 400 000 habitants, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, elle en fait 800 000. Considère, sur la base d'études de ces journalistes, que les 3/4 des habitants de Toulouse ne sont pas d'origine toulousaine, ni de près ni de loin, c'est-à-dire ne sont pas originaires de l'agglomération toulousaine. Ça veut dire, à l'échelle de cette ville, et je pense que ce serait la même chose en Île-de-France, à l'échelle de cette ville, il y a eu un turnover de population extraordinaire qui s'explique à d'abord, beaucoup de Toulousains donc sont partis s'installer peut-être dans d'autres villes, peut-être dans la région, peu importe. Mais le fait, si vous voulez, que dans une ville de 800 000 habitants, les 3/4 sont d'implantation récente. Alors, ça concerne les cadres, ça concerne tous les cadres et toute l'industrie aéronautique liée à Airbus qui s'est développée depuis une quarantaine d'années. Ça concerne bien sûr l'immigration internationale. Ça concerne les étudiants qui ont fait souche, qu'ils soient régionaux, nationaux, internationaux, etc. Mais au fond, si vous voulez, alors la question c'est pourquoi la moitié des Toulousains sont partis? Parce que de fait, c'est ce qui s'est passé. Pourquoi la moitié des Toulousains sont partis? Moi, je persiste à penser, on ne peut pas donner d'exemples privés, personnels, etc. Mais moi j'en aurais, mais je ne vais pas les donner, mais si on raisonne en termes de masse, si vous voulez, quand on dit que dans l'Île-de-France, les loyers, le prix de l'immobilier était multiplié par 10 en 40 ans, c'est-à-dire 3 fois plus que les salaires. Comment voulez-vous que des personnes qui gagnent moins de 2 ou 3 fois le SMIC logent en Île-de-France? La seule condition, c'est d'être dans du logement social. Et le logement social. Alors oui, effectivement, les gens qui travaillent à Paris et qui habitent dans des boulots, j'allais dire, normaux, c'est-à-dire en gagnant moins de 2 ou 3 000 euros, sont contraints au logement social. Bon. De la même manière, à Bordeaux, si on veut donner des exemples un peu précis, moi j'ai des amis au CHU, les médecins du CHU, quand ils ont une intervention d'urgence le week-end, ils sont obligés d'attendre pendant 1 heure ou 1 heure et demie les infirmières anesthésistes, que les infirmières arrivent de leur lointaine banlieue, parce qu'elles ne peuvent plus, elles n'habitent pas de fait dans Bordeaux. Et ça, c'est aujourd'hui une infirmière, sauf si elle a la chance d'avoir un logement social, tant mieux pour elle, si elle a envie aussi d'en avoir un, ça je suis d'accord avec vous, mais en tout cas, elle n'habite plus là où habite Donc on est dans une contradiction qui fait que le CHU, un des meilleurs CHU du monde, il dépend d'une main-d'œuvre populaire, c'est-à-dire que ce soit des classes moyennes, des employés ou des ouvriers qui, pour la plupart d'entre eux, et c'est bien l'origine de la crise des Gilets jaunes, quand on regarde le bouchon du pont d'Aquitaine quotidien qui mesure plusieurs dizaines de kilomètres parce que tous les travailleurs du tertiaire viennent travailler dans l'agglomération ou dans le centre de l'agglomération, c'est bien qu'il y a eu une éviction. Alors, est-ce que c'est un choix? Je dirais que ce serait un choix s'ils avaient le choix. Mais quand on regarde les prix, encore une fois, de l'immobilier qui ont été multipliés par 3, je suis désolé de penser que pour la plupart d'entre eux, je veux bien penser qu'ils aiment bien avoir une maison, une piscine et un petit jardin. C'est vrai que c'est le rêve américain qu'on a mis dans la tête des Français depuis les années 70 et que ce rêve est partagé par beaucoup d'entre eux. Mais au-delà du choix, c'est une contrainte. C'est une nécessité, c'est une obligation. Ce n'est pas évidemment propre à Bordeaux, loin de moi cette idée. Dernier élément sur lequel il y a encore 2 choses très rapidement. Vous disiez la dépense publique, monsieur Huré. La dépense publique, j'ai regardé où sont les cadres en France. Bon, alors le plus comique, c'est les énarques qui sont à près de 90% en Île-de-France. Bon,
Donc là, la dépense publique en énarque, en tout cas, elle n'est pas dans la Creuse. Hein. Deuxièmement, Paris, aujourd'hui, a une population de 40% de cadres. Les Yvelines, 37%. Vous descendez comme ça et vous arrivez au Gers et à la Creuse qui, eux, ont 10% de cadres. Vous savez très bien qu'en France, une très grande partie des cadres sont des cadres de la fonction publique. Eh bien, ça veut dire que si on prend donc le critère, il faudrait faire des études plus fines, évidemment, si on prend ce critère de l'irrigation par l'État de ces cadres à l'échelle nationale, il y a une dépense de cadres infiniment inférieure dans les départements ruraux ou périphériques que par rapport au centre, et notamment au plus grand centre qui est Paris. Donc ça, c'est quand même un élément intéressant. Dernier élément, sur la crise des Gilets jaunes, même pour moi, mon analyse, mais on peut la critiquer, on peut même la conchier, si j'ose dire. Moi, je pense que la crise des Gilets jaunes, c'est la crise de ceux qui habitent dans des régions où les cadres que nous sommes, on ne se ferait pas soigner dans les hôpitaux de la périphérie et on ne mettrait pas nos enfants dans les écoles de la périphérie. Je suis dans le milieu prof, comme beaucoup d'entre nous, certainement. Vous savez, il y a là où les écoles et les lycées où les profs mettent leurs enfants, et puis il y a là où ils ne les mettent pas. Et de la même manière, en connaissant beaucoup de médecins à Bordeaux, je sais qu'il y a les endroits où les médecins se font soigner et là où les médecins ne se font pas soigner. Si on prend un CHU, le CHU, c'est un pôle d'excellence parfois international. En France, on a d'excellents CHU. Les hôpitaux périphériques où les étudiants en médecine font leur stage sous la contrainte et dont ils n'ont qu'une seule idée de s'enfuir, et où finalement la médecine française est obligée d'importer des médecins de l'étranger, notamment du Maghreb, plusieurs dizaines de milliers de médecins importés du Maghreb. L'avantage, c'est qu'on ne les forme pas, ça coûte pas cher, et ils sont payés en plus 2 fois moins cher. Mais pour connaître très bien le Maghreb et savoir à quel point toute la bourgeoisie du Maghreb rêve de se faire soigner en France ou se fait soigner en France, je peux vous assurer que le niveau de formation est très inférieur. Donc, dans ces hôpitaux périphériques, notamment dans les préfectures, vous avez un niveau de la médecine qui est très éloigné de celui du CHU. Et c'est exactement la même chose entre les lycées de centre-ville, les lycées de banlieue et les lycées de campagne maintenant. Ça n'était pas le cas dans les années 80, c'est le cas aujourd'hui. L'État avait la force dans les années 80 d'envoyer ces jeunes agrégés et ces normaliens dans les lycées du Massif central. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, il y a bien longtemps qu'il n'y a plus un normalien qui doit aller faire ses classes au fin fond de la Bretagne ou du Massif central. Et ça, c'est un problème redoutable. Et je pense que la population, elle en est extrêmement consciente. Et de la même manière qu'un cadre ne voudra pas s'installer dans des écoles de second rang, eh bien, il y a plein de raisons de rester dans les métropoles, au fond, qui lui assurent des services de bien meilleure qualité. J'ai fini. Alors, je relevais la main et je sais, Étienne, que tu voulais me donner la parole. Alors, très brièvement, parce qu'au-delà de la psychanalyse générale de la société française tout entière qui vient de nous être dressée, avec laquelle je suis plutôt en accord, je pense quand même, pour revenir à un débat qui a irrigué le chat il y a quelques minutes sur les déplacés. Les déplacés ont aujourd'hui le sentiment d'être déclassés. Il y a quand même un élément dans notre discussion qu'on n'a pas introduit depuis le début, c'est que cette distance qui a été choisie à un moment, cette distance qui était celle des lotissements de la banlieue parisienne, mais qui avait quand même l'idée d'une banlieue, et on est en train de reconstruire cette banlieue. Je pense que c'est là l'enjeu fondamental. Ces déclassés aujourd'hui vivent leur situation beaucoup plus négativement parce qu'on leur fait payer désormais la transition écologique. Et donc cette transition écologique nécessaire à tout point de vue, sur laquelle il y a ce grand commandement qui est imposé, n'est pas supporté également entre les centres-villes où il y a des effets d'aubaine et les proches périphéries, voire, on n'en parle même plus, du rural profond. Vous lirez Aurélien Bélanger sur son aménagement du territoire, il parle d'une ville qui a disparu des radars, il parle de la Mayenne, on ne retient plus ces territoires-là qui sont jugés ingrats désormais. Donc je rejoins totalement Pierre Vermeuren, et là il n'y aura pas beaucoup d'énarques pour venir sauver les derniers emplois que l'industrie est en train d'y perdre. Mais je souhaiterais quand même réintroduire une comparaison internationale, et en sollicitant Philippe Zitoun, parce que on sait tous, Philippe, que tu es très impliqué dans des associations de sciences politiques internationales, et de ce point de vue-là,
constates-tu ce même décalage? Constates-tu ces mêmes fractures à l'aune d'autres métropoles? Merci. J'avoue que je suis un petit peu perdu parce que bon, je ne suis pas spécialiste des métropoles d'un point de vue sociologique, on va dire, ou de compréhension, parce que on discute de la façon dont qui sont les déclassés. Je crois qu'il faut s'appuyer sur un certain nombre d'études sociologiques sur la manière dont on entend par déclassé. Moi, et puis les autres métropoles, bon, je les visite beaucoup, mais j'en fais pas d'études. Ce qui m'apparaît intéressant, enfin, alors un peu symptomatique, je vais être un peu provocateur dans le débat, mais la question, elle est vraiment savoir si on parle du terme de métropole à travers une sorte d'appropriation par les chercheurs de ce que serait le sens de la métropole, de ses frontières, de ses dynamiques, ou alors est-ce qu'effectivement on l'observe, ce qui est plutôt mon cas, la manière dont et là j'avoue que je suis, enfin, sur la première partie, je laisse les uns et les autres, beaucoup plus spécialistes que moi, identifier ce que seraient les mouvements, alors de métropolisation, pas métropolisation, qu'est-ce qu'on inclut dans la définition, qu'est-ce qu'on n'inclut pas. Donc ces luttes définitionnelles de chercheurs. Pour m'intéresser effectivement moi plutôt aux luttes définitionnelles des entrepreneurs, alors dans lequel parfois les chercheurs jouent un rôle, hein. Il y a une sorte d'ambiguïté parfois dans le monde des chercheurs, y compris à participer à cette forme de déclassement politique, qui consiste à dire ah ben, les politiques n'ont rien compris à ce qu'est la métropole, pour essayer de voir effectivement qu'est-ce qui se joue dans ces jeux de métropolisation politique. Et donc la métropole comme objet politique, elle devient effectivement omniprésente partout, pour reprendre ta question sur l'international, et elle est une manière de parler société, alors soit pour dire ce qui n'y est pas, soit pour dire ce qui y est. On voit bien qu'aujourd'hui, le débat politique a du mal à trouver des accroches, et la métropole devient l'un des lieux. Alors beaucoup, peut-être que du coup, est-ce qu'il faut y voir une perte des partis politiques à pouvoir identifier un discours plus global sur le social, mais on voit bien que sur la métropole, on rejoue des scènes à travers lesquelles se jouent à la fois des conquêtes, des fragmentations, des délitements. La métropole est le nouveau lieu à travers lequel se joue, y compris, on l'a vu aux dernières élections, des nouvelles formes de différenciation et de différenciation politique. Bon, voilà. Après, alors j'ai bien entendu, je ne suis pas totalement sûr d'être en désaccord tant que ça avec Jean-Marc Hoffner, hein, dans sa remarque initiale, mais je pense que c'est plutôt un problème de perspective, hein. Quand je dis que le transport est tout le temps présent dans le monde du transport et dans le secteur du transport, et parfois dans les élections municipales, c'est vrai, mais on a vu par exemple aux dernières élections, c'était le point numéro 1 systématiquement. Ça n'a pas toujours été. Donc, dans l'ordre hiérarchique des agendas politiques, on voit que la question du transport et de la métropole sont devenues importantes. Alors c'est vrai pour Lyon. Alors, le périmètre lyonnais n'a pas bougé, hein, contrairement au périmètre marseillais, me rappelait notamment Mouna qui travaille sur les deux. Donc on est plutôt dans la situation inverse. C'est vrai que ce qui est intéressant avec la situation lyonnaise, c'est que la métropole a passé le pas. Hein, on a écarté le Conseil général et on en a fait une véritable entité politique. Et la première réaction du président de la métropole, c'est de devenir le président du Citral. Et je trouve que c'est intéressant comme élément nouveau. C'est-à-dire jusqu'à présent, il y avait un décalage des rôles, hein. Gérard Collomb n'occupait pas la présidence du Citral, qui était délégué. Alors, c'est pas simplement et je ne le crois pas que ce soit parce qu'il soit écologique. C'est vrai que la métropole lyonnaise, elle est intéressante parce qu'elle est le premier lieu où il y a une élection au suffrage universel. Et donc, dans les processus de politisation, hein, un des problèmes qu'avaient les métropoles d'un point de vue enjeu politique, c'était ce décalage. Ce n'est pas les arènes où on se fait élire. Donc, ce n'est pas les arènes c'est quand même le même problème avec l'Europe. C'est-à-dire que ce n'est pas ces arènes d'élection au deuxième rang, et donc ce n'est pas des arènes dans lesquelles se joue la légitimité politique. Et donc, ce décalage faisait que ça devenait des arènes de négociation dans l'ombre, conduisant parfois à un certain nombre d'aberrations. Aujourd'hui, c'est des arènes d'exposé. Et voilà. Et donc, je trouve que de ce point de vue-là, ce qui se joue sur Lyon et nous interroge, et un décalage avec ce qui se fait à Paris, oui et non. C'est-à-dire le Grand Paris Express, qui est une tentative à un moment donné par des institutions de dire qu'il faut faire exploser les formes institutionnelles à travers ça, elle se passe à nouveau par la mobilité.
Donc voilà, donc je trouve que la question, alors, de cette question politique, je fais revenir un peu le débat sur la question politique. Je me permets ça parce que j'étais interpellé et que c'est un peu le cœur du livre qui a été posé. Elle revient par rapport à ça. C'est toujours cette tendance à dire, à cette expression de la métropolisation comme problème public. Merci. Arnaud, peut-être, et puis on prendra la question qu'il y a dans le chat après. Merci Philippe pour la remarque. Moi, je veux pas. Non, mais en fait, comme j'aimerais bien aussi que d'autres participants puissent parler aussi. Donc, je ne veux pas non plus monopoliser, mais moi, je propose un regard tout autre, en fait, qui serait, Mathieu a prononcé pour la première fois au bout de 2 heures et quelques le mot écologie, je crois, en parlant d'une injonction écologique. Alors moi, je la prendrais un peu différemment, avec une analogie métabolique ou je sais pas, biomimétique, comme il faut dire, celle des fameux animaux, des dinosaures et des mammifères, entre ceux qui étaient hyper adaptés, mais pas adaptables, et ceux qui n'étaient pas très adaptés, que nous sommes, mais très adaptables, c'est-à-dire qu'on vit partout, mais on consomme beaucoup en termes d'énergie, on n'est pas très rentable. Et en fait, j'ai un peu la même question quand on regarde la métropole vis-à-vis des enjeux énergétiques, écologiques et donc aussi alimentaires, hein, comme ces entités comme étant extrêmement adaptées à ces dynamiques que vous avez tous décrites, mais qui, moi, me semble devoir s'arrêter très rapidement, en fait, que ce soit la tertiarisation, que ce soit la place de cette industrie, que ces emplois, tout cela, ou la question de la redistribution, puisqu'elle est, de l'Île-de-France vis-à-vis du monde, de la province, on va dire. Si on regarde les flux énergétiques, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, l'Île-de-France produit très peu de son énergie. Et elle ne sera pas plus capable d'en faire beaucoup plus. Donc, moi, je pense qu'en fait, on peut voir ces périphéries sous toutes leurs formes comme n'étant au contraire les lieux des ressources futures et beaucoup plus adaptés, possiblement, aux nouvelles conditions. Et ça rejoue un petit peu la question de la solidarité entre les territoires, d'une part, et d'autre part, la question de savoir qui a été forcé à quitter, qui va être attiré, et l'attraction entre alors ce qui a été décrit comme les lieux de la domination, on va dire comme ça, hein, de la métropole. Probablement qu'avec la fin des énergies fossiles, qu'avec le retour à des énergies beaucoup plus ancrées sur les flux solaires, hein, le renouvelable, en fait, les territoires où le pouvoir sera plutôt les territoires de l'énergie, et que ce sera des territoires qui seront probablement peu métropolisés. Donc voilà un peu une autre façon de voir les choses, que je fais de façon très rapide, mais qui me semble, à mon avis, importante, et que je soulignerai surtout qu'elle est... En fait, je trouve que nos débats ne renvoient pas assez aux transformations qui, du point de vue aussi énergétique que climatique et alimentaire, hein, ou agricole, sont imminents. Merci Arnaud. Et effectivement, ça pose la question, notamment dans un des articles, notamment travaillé par un collectif d'auteurs, dont Marie-Claude Liméran, Jean-Pierre Nicolas, Vincent Parsignac et Natacha Gondran, qui évoquent dans l'espace périphérique métropolitain la nécessité de rationaliser les déplacements, notamment les déplacements automobiles, et donc la question de l'énergie là-dessus joue à son plein en particulier. Il y a une question dans le chat, peut-être que quelqu'un voudra y répondre, sur donc l'avis prospectif sur l'émergence du télétravail et le potentiel redistributif du pouvoir d'achat des cadres et professions intermédiaires sur des territoires aujourd'hui essentiellement résidentiels. Quel est votre avis là-dessus, même si effectivement les spécialistes du monde rural a il y a encore quelques zones blanches vis-à-vis de la 4G, et je ne parle pas de la 5G qui s'en vient, qui reste problématique. Mais Étienne, si tu permets, je pense que ça adresse une des questions liminaires, qui était celle des conséquences de la crise sanitaire actuelle, leur durabilité, et donc les deux lectures minimales que l'on peut en avoir. Il y aura un monde d'avant qui reviendra, ou il y a un monde d'après, et Arnaud vient de l'esquisser, mais je pense que le moment du collapse, là, comment le gérer sans une irruption sociale
qui est véritablement actuellement latente. Et je ne pense pas du tout que si on met au vote, et j'ai bien entendu parler d'un hypothétique référendum sur les pratiques environnementales et écologiques de la société française, vraiment très, très hypothétique ce référendum, parce qu'il faudra changer de gouvernement juste après, eh bien, je ne vois pas une transition smooth, comme on le dit chez les chercheurs. Je ne vois pas cette logique-là. Donc là, c'est vraiment penser, et je suis assez d'accord sur la finalité, mais c'est penser le passage. Et le passage, c'est penser la rupture. Et penser l'événement, c'est ça, ce qui est dur chez un historien. D'autres éléments, il y a notamment, je pense qu'on peut faire la passerelle avec justement cet article, ce chapitre de Sébastien Gardon qui est là parmi nous, mais qui peut-être ne peut pas parler, sur intitulé Le village dans une métropole, dont il parle de Saint-Christophe en Jarret, qui est à la limite du département de la Loire et proche de la ville de Lyon, et qui au final fait le constat que pour les enjeux de mobilité, est-ce que c'est un territoire encadré ou bien marginalisé? Donc ça revient à une discussion qu'on avait sur les mobilités, la politique et les habitants éventuellement chassés. Il dit, pour son étude de cas, qu'elle montre qu'il n'y a pas forcément de relégation sur cette commune d'habitants chassés des centres-villes et que certains font des choix de rester dans ce village. Et donc ça fait référence notamment pour moi qui connaît un peu plus l'historiographie du monde rural à l'ouvrage de Benoît Coquart sur ceux qui restent, avec cette désindustrialisation du Grand Est dont parle notamment Pierre Vermeuren, sur les populations rurales qui sont obligées de rester et qui restent parce qu'il y a une volonté de rester, une sociabilité de rester, un entre-soi qui permet à ces populations-là de pouvoir trouver et de pouvoir s'épanouir dans un travail parfois difficile, qui n'est pas un travail de cadre évidemment, mais qui permet quand même, grâce à des mobilités qui sont certes automobiles, de demeurer. Peut-être Pierre Vermeuren, vous voulez réagir? Oui, quand votre maison vaut 60 000 €, de toute manière, votre capacité à déménager est assez faible. Hein, parce que c'est ça, en fait. Moi, je suis lorrain, j'y ai vécu 20 ans dans ma jeunesse. J'ai assisté, c'est tout à fait la cause d'ailleurs de mon intérêt pour ces questions. J'ai assisté à cet effondrement industriel précoce. Et si vous voulez, tous ces villages dans le Grand Est, effectivement, ce sont des millions de gens qui habitent dans ces petites villes, dans ces villages en crise, qui vont pratiquement de Valenciennes jusqu'au Doubs, etc. Vous avez effectivement ce quart de la France qui est dans une crise sociale structurelle. Alors, il y a des phénomènes de renaissance, il y a des phénomènes de résilience, il y a heureusement l'Allemagne et la Suisse qui ne sont pas loin. Toutefois, le fait que les gens veuillent rester, énormément de gens sont partis. Hein. Les gens qui avaient des diplômes, d'ailleurs, sont partis. Et les gens qui en avaient les moyens, les cadres, sont partis. Donc, très souvent, ceux qui restent, ils sont assignés à résidence. Alors, tout le monde ne peut pas partir. Évidemment que beaucoup de gens sont attachés à leur pays, etc. Toutefois, la capacité économique et de beaucoup de ceux qui restent est extrêmement réduite. Bon. On a de même manière des entassements de population à très faible revenu dans le sud, notamment dans le Languedoc. Hein, je crois que c'est la région la plus pauvre de France, du fait d'une immigration notamment en provenance du Nord, qui est aussi un phénomène intéressant. Pour répondre juste d'un mot sur la question qui avait été posée par le chat sur le travail à la campagne en quelque sorte, hein, et la capacité grâce au télétravail des cadres de s'installer loin de leur travail. Je pense que c'est encore très précoce parce que il y a plein d'individus, effectivement, c'est comme les gens qui vont élever des moutons dans le Massif central après 68. Tout le monde en connaît, mais c'est pas pour ça que c'est devenu un système économique. Alors là, c'est un peu différent. Mais est-ce que par exemple, le télétravail dans l'enseignement, je crois tous ceux qui sont praticiens et tous ceux qui ont des étudiants et a fortiori des lycéens en mesurent les limites, pour ne pas dire le fiasco. Enfin, moi, de mon point de vue et du point de vue de mes étudiants. Donc, déjà, ça ne concernera pas tout le monde. Deuxièmement, du point de vue il faut interroger les entreprises qui embauchent des cadres. Apparemment, beaucoup de DRH et beaucoup de patrons en Île-de-France actuellement organisent le rapatriement et même si il est possible
aussi peut-être d'avoir une mobilité souple, c'est-à-dire d'aller travailler 15 jours quelque part. La non-fréquentation et la non-proximité avec ces cadres dirigeants ne me paraît pas être un système viable, en tout cas dans les entreprises. Après, qu'une personne à titre individuel, elle s'installer quelque part avec son ordinateur et devienne un business entrepreneur, pourquoi pas, très bien. Mais rien ne dit, et c'est encore trop tôt pour le dire après 2 ans d'expérimentation à grande échelle, c'est trop tôt pour dire que ça va devenir une norme. En tout cas, dans la fonction publique, je ne vois pas très bien comment ça deviendrait une norme. En revanche, le déménagement de services entiers de la fonction publique ou de l'État dans des villes périphériques, ça c'est quelque chose qui est envisageable, mais plus par structure que par individu. Bon, c'est un point de vue, peut-être qu'il sera totalement invalidé dans les 5 ans qui viennent, mais c'est le mien en tout cas. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres personnes veulent réagir, poser des questions? On a effectivement, donc on a quelques auteurs. On a Philippe Zitoun qui est là aussi. On a Jean-Marc Hoffner. On a aussi Sébastien Gardon qui peut éventuellement peut-être réagir. Oui? Non, pas de questions. Non. Moi, la remarque que j'ai à faire, mais qui est plutôt générale, en fait, c'est que j'ai l'impression, quand on dit métropole, avoir englobé un plus grand territoire, que ce soit celui du Grand Lyon ou bien du Grand Paris Express, etc. J'ai l'impression qu'on oublie les périphéries et que finalement, on met en avant un marketing, un branding qui est voilà, Only Lyon, et donc la métropole de Lyon, et qu'on oublie l'ensemble des périphéries, des communautés de communes qui finalement sont cachées, et j'ai l'impression que ça fait un peu arbre qui cache la forêt, et que les métropoles servent de locomotive pour éventuellement, je sais que Jean-Marc Hoffner en parlait dans la présentation PopSu sur le ruissellement ou pas ruissellement, est-ce que vraiment les questions de… Est-ce que finalement, ce que disait Pierre Vermeuren, c'est-à-dire ces métropoles qui sont, on dit métropole de Lyon, métropole de Paris, ou métropole d'une ville, de Bordeaux, etc. Et on ne met pas en avant ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire tout l'arrière-pays, toute la région. Et finalement, est-ce que ce n'est pas un point aveugle qui finalement ne dessert pas, justement, d'un point de vue transport notamment, les périphéries métropolitaines? J'ai l'impression que ça me donne un peu cette idée-là de finalement… on lance un peu ces métropoles d'équilibre qu'on a pu lancer dans les années 60 en avant, avec essayer de recomposer le territoire européen avec des grandes villes, et de l'autre côté, les régions derrière qui doivent alimenter voilà, ces territoires que sont les métropoles dévoreuses, frugales, comme l'évoque Gilles Fumet notamment. Est-ce que ça suscite des remarques, ou est-ce que j'ai dit beaucoup de bêtises, ce qui est possible, hein, c'est bien possible. Juste un mot. Moi, j'avais pris ce titre compliqué là, sur la métropole invisible, en mettant en avant l'idée que, avec ma définition de la métropole, on va dire, pour faire plus simple, comme système métropolitain, donc un système métropolitain englobant des périphéries, périphéries dépendantes ou interdépendantes. C'est là peut-être aussi où se joue l'affaire. Donc, si on a cette vision de la métropolisation, on a une fois de plus un déficit de gouvernance, parce que soit on pourrait dire on dilate les métropoles, mais on voit bien que personne n'en a envie, et puis jusqu'où, quoi, hein. Soit on fait dans la fameuse interterritorialité, mais c'est là, moi, où je mettais en avant le fait qu'on n'avait pas forcément armé les métropoles pour ce faire, hein, et que le caractère très introverti de toutes nos institutions fait qu'y compris dans les routines de travail les plus banales, c'est très compliqué de faire se parler des institutions. Et sur le cas que je connais mieux de Bordeaux et de la Gironde, il y a en particulier un déficit de dialogue entre la métropole et le département. Un département qui est pratiquement l'aire urbaine au sens INSEE, quoi, hein, et où on se dit qu'il ne peut pas se passer grand-chose d'intéressant sur les questions de déplacement, sur les questions de production de l'habitat, sur les questions y compris de résilience alimentaire,
même de toute la panoplie là, des thématiques environnementales, ça n'a évidemment pas grand sens que La Rochelle, dans son coin, ait envie de devenir en 2040 un territoire zéro carbone, zéro énergie, etc. On a des articulations qui sont souvent à géométrie variable, mais dont certaines sont quand même plus structurantes que d'autres pour avancer. Et cette affaire de dialogue métropole-département, alors résolue avec brio, maestria et hétérodoxie à Lyon, doit, me semble-t-il, se poser dans pas mal des endroits où il y a une dynamique métropolitaine qui devrait obliger à ce dialogue. C'était prévu dans des lois d'ailleurs, hein, mais ça ne se fait pas. Mais justement, moi, pour l'exemple de Lyon, pour le cas lyonnais où je suis effectivement actuellement, et du Grand Lyon, je me pose la question, notamment en étant allé voir un collègue à Saint-Germain-en-Mont-d'Or, de savoir quel était l'apport de la métropole pour ces populations-là et dans le quotidien des gens. Quel est l'apport de la métropole concrètement, hormis peut-être une ou deux lignes de transport TCL, donc transport commun lyonnais, de la communauté lyonnaise. Est-ce que c'est un millefeuille qui est pertinent pour les politiques, pour s'en emparer ou pour critiquer, comme l'a dit Philippe Zitoun, soit un tremplin pour les politiques d'utiliser la mobilité pour se positionner à l'échelle régionale, nationale? Mais qu'en est-il en fait des usagers? Est-ce que pour eux, la métropole, ça a un sens? Et concrètement, je me pose la question parce que moi, vivant à Lyon, intramuros, et même en allant voir, bon, pour ne pas le citer, Maxime Huret dans la périphérie lyonnaise proche, finalement, on ne ressent pas nécessairement le poids de la métropole, ou du moins l'apport de la métropole concrètement dans son quotidien. Est-ce que finalement, c'est qu'un outil politique et finalement que ça? Pour le coup, moi, ça me semble être quelque chose dont on parle dans les médias, mais concrètement, dans l'usage des quotidiens, des mobilités quotidiennes, je ne ressens pas la métropole. À Lyon particulièrement, ou dans le Grand Lyon, mais peut-être que je me trompe. Pour le Grand Paris, je ne sais pas ce qu'il en est. Mais le Grand Paris notamment, on a des spécialistes, mais sur la question des mobilités nouvelles avec les trottinettes, etc., qui font parler d'elles, que ce soit la gratuité des transports qui avance dans différentes métropoles, mais qui, encore une fois, reste concentrée dans l'hypercentre. Donc, on a un spécialiste de la gratuité des transports, peut-être qu'il voudra réagir, il est en plein dedans. Mais voilà, je pense encore une fois qu'il y a un décalage entre… J'avoue que j'ai du mal à comprendre ta remarque, c'est-à-dire que si tu prends la métropole de Lyon, elle gère 1,5 million de personnes en transport en commun, et c'est la métropole qui le fait avec le Citral, enfin avec le petit décalage qu'il y a eu, qui disparaît d'une certaine façon depuis qu'il n'y a plus le département, donc depuis qu'il y a une simplification institutionnelle. Mais l'essentiel des habitants de la métropole lyonnaise, des 1,5 million de la métropole lyonnaise, savent ou pas, après, on peut revenir sur l'identification, mais en tout cas, c'est quand même le budget du transport. Il est aujourd'hui totalement géré par aucune des communes, mais par la métropole et par le Citral. Donc, et en fait, ce qui est posé, c'est est-ce que… Voilà, après, on peut toujours aller chercher des exceptions. Ce qui est intéressant, c'est que le Citral, à un moment donné, a été voulu s'étendre un peu plus pour ne pas être dépendant de la métropole, mais il n'en sort pas. Je pense que ce qui est posé, pour revenir à la question de Jean-Marc Hoffner, c'est… parce que si on dit est-ce que la métropole s'étend pas, on parle de l'institution. Et on parle du pouvoir politique. On ne parle pas des pratiques. C'est là où il y a effectivement, je ne sais plus, c'est M. Desportes, je crois qu'il parlait de quel niveau parle-t-on. La question, c'est celle des gouvernements. Alors, effectivement, si on attend qu'il y ait des dialogues entre des gouvernements qui, par définition, ont besoin de chercher des légitimités sur des territoires communs, on a forcément du conflit, ou on a de l'ignorance. On a ce deux types de comportements. Donc, mon impression, c'est quand même que c'est une manière de régler les problèmes, c'est qu'il y en a un qui finalement l'emporte sur l'autre. Hein. C'est ce qui s'est passé à Lyon, avec la disparition du département comme institution légitime. Donc, la question qui va se poser très clairement dans la plupart des métropoles, au sens institutionnel, j'entends pour le prochain mandat, ça va être est-ce que le modèle lyonnais va-t-il se généraliser avec une sorte de simplification administrative, parce que l'espoir que des institutions concurrentes discutent ensemble, bon, il y a 40 ans de littérature auquel ont participé beaucoup de gens ici pour montrer que ça ne fonctionne pas, parce que voilà, il
Et c'est ça qui interroge la mobilité, c'est-à-dire que la mobilité, elle repose le problème du rapport du territoire au gouvernement. Et donc, si on pose bien la question de métropole comme institution, elle vient tordre le problème de la fragmentation institutionnelle propre au système français. Et c'est ça qui est posé. Alors après, je pense qu'il ne faut pas trop mélanger avec le problème de telle ou telle commune un peu lointaine, parce que, évidemment, à chaque fois qu'il y a de la compétition, on prend le cas, une fois encore, il y a des régions qui, effectivement, ont tendance à faciliter ce qui va se traduire par des étalements urbains, parce qu'ils vont privilégier des formes de TER, etc., ou autres. Forcément, ça remet cette question de la mobilité comme problème. Donc, parce que la mobilité, ce n'est pas que les pratiques, c'est aussi ce qui a permis ces pratiques. Hein, quand vous étendez les possibilités de construire. Bon, la ruralité, au sens où on l'entendait il y a 30 ans, ce n'est plus la même aujourd'hui. Et on verra ce que donnera le monde post-Covid et s'il va ou pas modifier. Je crois que personne ne sait exactement ce qui va se passer après. Déjà, je crois que personne n'avait pu prévoir ce qui se passait aujourd'hui. Donc, c'est un peu compliqué à anticiper. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, la question du pouvoir politique, qui est celle de la métropole, elle est quand même celle qui est la seule à même de pouvoir structurer que ce soit les mobilités ou les inégalités. Hein. C'est-à-dire que, évidemment, quand vous avez des territoires plus petits qui sont plus forcément inégaux, se jouent plus les formes d'équilibre. Donc, on ne peut pas attendre de l'équilibre que cet équilibre vienne d'un millefeuille institutionnel. Il vient forcément de conflits et d'arènes politiques qui redéfinissent ce territoire. Je veux bien dire un mot, Monsieur Faugier? Oui, bien sûr, et puis après, on donnera la parole à Alba et puis à Patrick Février. Moi, je pars dans 10 minutes, hein, si Monsieur Vermeuren n'est pas. Allez-y, madame. Non, ça permet d'avoir une parole féminine d'abord. Ah oui. Excusez-moi, je trouve ça très bien qu'un participant puisse garder ses enfants, mais c'est toujours assez surprenant de voir comment certains mondes sont moins féminisés que d'autres. Mais voilà. Donc, Mathieu nous a donné ce lien hier. Donc, merci Mathieu. Et je peux te dire que certains de la Pure ont écouté tes propos hier et ont trouvé ça fascinant. Donc, je me permets quand même de te livrer le compliment de la nouvelle génération qui travaille sur ces sujets-là. Moi, je voudrais juste dire une chose, puisque j'ai entendu parler du Grand Paris et c'est des sujets sur lesquels on travaille. Il y a quand même des choses, et je suis moins spécialiste que Jean-Marc, mais il y a des systèmes lourds et des systèmes légers. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est l'articulation des deux. Et donc, quand Jean-Marc dit proximité, mais plutôt être connecté, ou quand on dit mode la voiture, c'est le plus de kilomètres parcourus, en fait, les nouvelles choses dont on parle, elles n'existaient pas il y a 20 ans. Ce sont des nouveaux systèmes, mais il y en a un qui reste et qui est quand même celui qui comporte le plus grand nombre de kilomètres, c'est la marche à pied. Et aujourd'hui, on se dit qu'avec ce qui s'est passé avec le Covid, la façon dont les gens ont envie de ralentir leur rythme de vie, puisqu'on parle beaucoup de chronotopie, on a sans doute là des possibilités de faire évoluer la pression sur un certain nombre de transports, que ce soit les embouteillages aux heures de pointe pour les voitures ou les embouteillages aux heures de pointe dans les transports en commun qui peuvent être intéressants. Voilà, je voulais juste livrer ça à votre conversation, parce que de toute façon, les métropoles, je ne sais pas s'il faut en penser du bien, du mal, mais là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'on ne sait pas les gouverner, puisque ce ne sont pas des périmètres administratifs, là où les gens se déplacent, là où les gens vivent, en fait, ce ne sont plus des périmètres administratifs. Les agences urbanistes, d'ailleurs, ont été créées il y a 60 ans maintenant, justement pour échapper au périmètre administratif. Donc, le fait que la question urbaine et la question administrative ne se superposent pas, je dirais que c'est historique et c'est nouveau. Mais nous, en fait, en gros, à la Pure, on en a tiré notre parti. On s'est dit, ben voilà, le système administratif, la gouvernance ne fonctionne pas, mais en fin de compte, il y a tellement de trucs qui se font que est-ce qu'on peut sans arrêt se dire que la gouvernance ne fonctionne pas et qu'on a besoin d'une gouvernance plus simple, plus ci, plus ça, moins de niveaux, plus de niveaux, etc. Je dirais qu'en fin de compte, aujourd'hui, dans les 5 dernières années, il y a 45 000 logements par an qui ont été produits dans la métropole du Grand Paris, soit quasiment 8 000 de plus que ce qui était demandé par tous les schémas de l'État. Alors que tout le monde disait non, c'est impossible, c'est impossible. Et dans 85 000 au niveau régional, alors que les chiffres les plus ambitieux ont proposé 70 000. Donc oui, c'est certes mal gouverné. C'est vrai qu'on ne fera pas faire des bureaux à l'est et des logements à l'ouest. Et pour autant, comme les gens vont pouvoir se déplacer différemment et avoir des modes de vie différents, en fin de compte, nous, à un moment, on dit ce qui est important, c'est de donner à chacun le même niveau de service. Et que donc là, pour le coup, toutes les gouvernances peuvent s'organiser. On n'a pas tellement besoin d'attendre qu'elles s'organisent selon le système le plus vertueux du monde. Mais on peut par contre alerter à toutes les échelles
sur le fait que dans chaque acte, ils sont en capacité d'assurer cette égalité d'accès aux services. Et là, quand on commence à glisser ça dans le dispositif, en fait, chacun est un peu devant ce dont il dispose, c'est-à-dire que chaque niveau de gouvernance a à sa disposition un certain nombre de leviers qui vont dans ce sens-là et peuvent les activer ou pas. Et après, on pourra leur en faire le reproche ou pas. Donc voilà, nous, la façon dont on joue, je dirais, avec le système effectivement assez complexe, du point de vue de la gouvernance dans lequel on se situe. Et ce qui est assez intéressant aujourd'hui, si même je rentre dans le système parisien, on est en train de faire on travaille à la fois sur le PLU, donc la grande échelle, sur le SCOT. Donc en même temps, on fait le SCOT, le PLU et les projets d'arrondissement. C'est extrêmement intéressant. Et on va voir comment en fait, toutes ces nouvelles couches vont petit à petit, je dirais, s'interpénétrer et s'apporter des choses les unes aux autres. Voilà, c'était ce que je voulais dire. C'est peut-être tout à fait déplacé par rapport à vos discussions, parce que je ne suis pas une universitaire. Et j'avais pas mal les mains dans le cambouis, même en dirigeant une agence d'urbanisme, et Jean-Marc le sait. Mais je pense quand même qu'on a il y a des choses, et nous, on prend souvent comme point d'entrée la marche. On a publié quelques documents sur l'effet des trottinettes et qui utilisait les trottinettes. Donc, c'est en ligne, c'est assez amusant. Et c'est tout. Bon, voilà, c'est plutôt les garçons, c'est plutôt comme ça. Et petit à petit, on va continuer à consolider ça, puisqu'on est tous en train de voir comment on peut récupérer ces données considérables qui sont fournies par les usagers de ces transports qu'on appelle multimodaux. Et on va voir si réellement, pour nous, c'est la trottinette jusqu'à présent, c'est quelqu'un quitte sa voiture pour aller à la trottinette. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Mais est-ce que ça va durer, est-ce que ça va pas durer, on n'en sait rien. Par contre, ce qu'on sait, c'est que la région Île-de-France a décidé de faire le vélopolitain et met pas mal de millions d'euros. Donc ça, on sait que ça va durer. Donc voilà, on essaie en fait d'être accompagnant d'un système qui justement est complètement hybride et géré de manière, je dirais, totalement presque anarchique. Voilà. Et merci pour m'avoir invité, Mathieu. Merci beaucoup pour cet apport, et effectivement, les travaux de la PUR sont à connaître. Patrick Février, comité d'histoire. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, ma question ou ma remarque s'adresserait sans doute plutôt à Mathieu Fleuneau. Donc, on compte effectivement donc le basculement de l'industrie automobile vers des types de véhicules électriques, hydrogène et autres n'en est pour l'instant qu'à ses premiers balbutiements. Donc, l'un des problèmes effectivement posés par l'avenir effectivement de ce basculement, s'il se produit, donc c'est la disponibilité notamment de dispositifs, soit de recharge de véhicules électriques, soit effectivement de modalités de stockage d'hydrogène, notamment si celui-ci peut être produit par des moments d'excédent d'énergie renouvelable. Et donc se pose le problème de la localisation de ces équipements de stockage et de ces équipements de bornes. En même temps, donc on pourrait estimer que le développement de ces modes de propulsion serait sans doute parmi les plus compatibles avec la dépendance à la voiture individuelle qu'ont les habitants des zones périphériques qui ont été évoqués effectivement jusqu'à présent. Justement, et ma question, c'est de savoir est-ce que effectivement une politique volontariste, s'il peut y avoir des moyens, s'il peut y avoir des compétences d'implantation prioritaire justement de l'alimentation des véhicules individuels dans ces zones périphériques, mais provenant effectivement d'autres sources d'énergie que les énergies fossiles, ne pourrait pas permettre effectivement de réduire, ou du moins d'apporter un certain nombre de garanties pour les habitants de ces zones périphériques qui dépendent effectivement de la voiture individuelle. Alors, par rapport aux autorités des métropoles, c'est peut-être difficile d'imaginer qu'il puisse y avoir effectivement une autorité, et à quel niveau, qui puisse être soit compétente et motivée pour orienter effectivement l'implantation de bandes électriques, l'implantation de lieux de stockage d'hydrogène, justement dans ces périphéries, a priori, qui peuvent aussi être en dehors des métropoles.
C'est peut-être plutôt Mathieu, non? Je veux bien essayer, Patrick Février. Merci beaucoup déjà de votre présence parce que le séminaire aussi vous doit beaucoup. Vous avez été là en soutien plusieurs années durant. Donc, j'ai évidemment aucune réponse. Simplement, j'ai vu de mon observatoire de l'automobilisme classique plusieurs recommandations. Déjà, l'automobilisme que l'on nous promet, l'automobilisme électrique, l'automobiliste qui exige beaucoup de complaisance du milieu automobile lui-même, qui se tire une balle sans en être véritablement conscient, imposerait à changer le vocabulaire. C'est-à-dire que l'automobilisme de demain n'aura rien à voir avec les perspectives d'universalisme, de démocratisation de la voiture individuelle, puisque vous avez parlé de cela. En revanche, pour tout ce qui est flotte captive et pour tout ce qui est finalement réinvention de corridors et d'itinéraires, et somme toute réinvention du train sur route, oui, je pense qu'on peut faire confiance à ce nouveau monde automobile qui ne comprend pas véritablement les aspirations de l'ancien monde. Et je crois que là, ce qui a été évoqué tout à l'heure sous la forme d'une rupture violente, ben, le monde de l'automobile est en train de le vivre. Et surtout, le monde de l'automobile, et on retrouverait une des problématiques qui me paraît essentielle et qui fonde la légitimité de certains travaux, et j'inclus les miens, c'est que ce monde de l'automobile, il est fondé sur une dimension productive. Et ça a été pointé par certains tout à l'heure, c'est-à-dire, à la fin des fins, bottom line, combien d'emplois sont produits par la transition écologique, effectivement. Combien d'emplois sont produits par la destruction et l'archaïsation de l'automobilisme traditionnel? Combien d'emplois, à la fin des fins, mais localisés en France, avec des tarifs et des droits sociaux français, donc très élevés? Combien d'emplois produits en France? Et donc, cette dimension productive, cette dimension d'histoire du travail, me semble être totalement mise en pointillé. Et pour des raisons stratégiques, tactiques, on va les appeler comme l'on veut, certains sont proches de valider la contraction, l'anémie, l'anesthésie que la crise Covid est en train de faire subir à la société française, au prix d'une ardoise qui est astronomique, qui ne sera jamais suffisamment grande pour certains, mais je pense que la crise, elle est véritablement devant nous. Alors, l'automobilisme, là-dedans, Patrick Février, c'est une partie de la crise. Mais pour nous et dans les métropoles mobiles, c'est celle qui fait la couverture légitimement, me semble-t-il. Et de ce point de vue-là, je rapproche votre question des tensions qui traversent le monde industriel aujourd'hui en France. À quel prix, véritablement, et à quel prix et socialement, avec quelle soutenabilité des territoires, engager cette transition énergétique? Merci beaucoup, Mathieu. D'autres réactions? Pierre Vermeuren, vous vouliez peut-être reprendre la parole? Oui, rapidement. Monsieur Hoffner a bien posé la question tout à l'heure. La réalité, c'est est-ce que la métropole est capable de ruisseler ou bien est-ce qu'elle est une forteresse? Et donc, je pense que c'est un vrai débat. La question n'est pas tranchée. Chaque acteur a sa réponse. Les observateurs aussi divergent, mais c'est vraiment… si la métropole peut ruisseler, c'est formidable. Ce qui m'inquiète, moi, c'est que la crise sociale et politique qu'on traverse en France donne à penser, à travers les scrutins électoraux, qu'une grande partie de la population, des citoyens français, considère que la métropole est forteresse. Et je me rappelle il y a quelques années d'un sondage très intéressant dans le Monde qui montrait, que je pense que tout le monde a vu, qui montrait en partant de Notre-Dame et en montant vers l'Oise qu'au fond, chaque kilomètre perdu, on voyait un taux de croissance du vote Front National croître. Et alors ça, il y avait le critère de l'éloignement du centre. Et le deuxième critère, c'était celui de l'éloignement de la gare, c'est-à-dire du transport en public. Et en gros, quand vous vous trouviez dans le Val d'Oise, assez loin d'une gare, la probabilité que le vote Front National soit comme dans les régions ex-industrielles de l'Est, autour de 40%, était très forte, alors qu'on partait d'un niveau quasi zéro au centre. Et d'expérience bordelaise, je peux ajouter
que la Gironde parce que au fond, la métropolisation de Bordeaux, c'est un phénomène qui a un quart de siècle, donc on l'a vu naître, et on a vu surtout ses conséquences politiques et sociales. Et au-delà de la crise des Gilets jaunes, si on reprend l'étude des scrutins électoraux, ça me paraît très intéressant dans le département girondin, qui est vraiment le cœur du social-radicalisme français. Hein. C'est un département qui a toujours été, à part Bordeaux-Centre, très hermétique à la droite et a fortiori à des tendances encore plus radicales. Depuis une vingtaine d'années, on est passé d'un taux de vote Front National de l'ordre de 2%. D'ailleurs, il est toujours inférieur à 2% dans Bordeaux et l'agglomération centre, mais ce taux est monté à 30 à 40% dans toute la Gironde périphérique, c'est-à-dire que ce soit le Médoc, que ce soit, à l'exception bien sûr du bassin d'Arcachon qui est très particulier. Mais dans le vignoble, au fond, et dans les régions les plus lointaines, on a ce vote Front National. La Gironde, elle est coupée en deux. Il y a 800 000 habitants dans la Cube et 800 000 habitants dans la périphérie. Et bien, dans cette périphérie, on a en 20 ans les conséquences de la réorganisation de la Cube, conséquences totalement involontaires et peut-être fortuites. Peut-être que c'est une nationalisation et que ce que je dis est faux. J'ai un peu de doute. Hein. C'est-à-dire que là aussi, en reprenant la ligne du 1 km à 50 km, on retrouve ce taux de croissance du vote Front National qui, quoi qu'on en pense, est un vote de crise et dit qu'une partie de la population importante du territoire français considère effectivement que la métropole est vue, en tout cas elle considère la métropole comme une forteresse et comme quelque chose qui remet en cause ses droits, ses intérêts, enfin je ne sais pas, mais voilà, donc effectivement transport et crise politique sont directement liés et je termine là-dessus. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des questions ou bien on peut considérer que la discussion a satisfait tout le monde? Tout va bien? Tout le monde a pu exposer et entendre des choses intéressantes? Et ben j'en profite donc pour remercier Pierre Vermeuren, puis Jean-Marc Hoffner, et puis les coordinateurs de l'ouvrage, donc Mathieu Flonneau, Arnaud Passalacqua, Maxime Huret, puis d'autres participants à l'ouvrage comme Sébastien Gardon, et j'en oublie probablement. L'ouvrage est donc disponible en librairie et par biais d'achat en ligne. Pour cette séance du séminaire, donc la prochaine séance du séminaire aura lieu le 10 juin 2021. Il sera question donc d'imaginaire aérien qu'on a un peu évoqué éventuellement avec les métropoles qui justement se basent aussi sur l'aérien, comme je fais le pont justement avec le chapitre de Nathalie Roseau sur l'aéroport du Grand Paris, qui pourra peut-être intéresser certains et dont on reparlera prochainement. Donc, séance du séminaire le 10 juin donc, avec Nicolas Veil-Parot, Damien Coulon et Marion Wekerle pour parler donc, des imaginaires aériens avec une perspective historique en particulier. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci aux intervenants et aux participants. Merci à Philippe Zitoun, merci à Jean-Marc Hoffner, et puis merci à Pierre Vermeuren et à tout le monde. Passez une bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup à vous. Merci.